Cette vidéo est le premier épisode faisant suite à l'introduction sur la vérité sur la Révolution française et la Révolution haïtienne. Elle vise à apporter des preuves substantielles visant à attester que Haïti était la terre des rois, et que les rois de France étaient les rois d'Haïti, et que l'histoire de France est en réalité l'histoire d'Haïti. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la présence autrefois abondante de nombreux châteaux en Haïti, dont certains demeurent visibles jusqu'à aujourd'hui. Intéressons-nous maintenant au livre intitulé « Histoire d'Haïti », tome 5, écrit par Thomas Madiou, publié en 1818. Nous pouvons lire à la page 432 le passage suivant. La dotation de la reine se composait des châteaux, des délices de la reine, de la conquête, de la gloire, du diadème, de l'allégresse, de l'abondance, de la bonne grâce, de la montre-Marie, de la candeur, de la rareté, de la bienveillance, de la félicité, de l'harmonie. La reine avait en sa possession 13 châteaux, tous situés dans la partie nord du royaume, car rappelons-le, en cette époque l'île d'Haïti était divisée en deux. Le royaume du nord était dirigé par Henri Christophe et le royaume du sud était dirigé par Alexandre Pétion. Regardons de plus près le château appelé les Délices de la Reine. Ce dernier a été cité dans le livre intitulé « Relation des glorieux événements qui ont porté leur majesté royale sur le trône d'Haïti », écrit par le comte de Limonade, publié en 1814. Nous pouvons lire à la page 73 le passage suivant. Monsieur Bernard Juste Hugonin, comte de Richeplaine, gouverneur du château des Délices de la Reine, procureur général de Sa Majesté. On voit ici que ce château était géré par les différents membres de la noblesse, en l'occurrence ici Monsieur Bernard Juste Hugonin. Revenons maintenant sur le livre intitulé « Histoire d'Haïti », tome 5, écrit par Thomas Madiou, publié en 1818. Jetons un œil sur le passage suivant de la page 432. La dotation de la couronne se composait en outre de 10 châteaux qui étaient de jolies et élégantes maisons de plaisance. La Victoire, ci-devant Grand-Pré, Bellevue-le-Roi, le Manteau, le Sceptre, la Justice, le Protège, le Collier, l'Embuscade, la Belle Rivière, la Défaite. À travers ce passage, on voit que la couronne était composée de 10 châteaux. Examinons maintenant le livre intitulé « D'Haïti depuis sa découverte jusqu'en 1824 », écrit par M. Charles Malo, publié en 1825. Nous pouvons lire à la page 451 du livre le passage suivant. Le 4e chapitre renferme l'état de la maison du roi, de la reine, du prince royal et des princesses du sang, et celui des troupes de la maison du roi. On y fait mention de 9 palais royaux et de 8 châteaux. Un des palais se nomme le palais sans souci et un des châteaux, le château des délices de la reine. La question maintenant légitime de se poser est donc la suivante. Où se trouvent tous ces châteaux mentionnés dans l'ancienne littérature aujourd'hui? Pourquoi ne trouve-t-on aucune trace de ces derniers? Nous tenterons de répondre à cette interrogation en fin de vidéo. Toujours dans le même livre, on peut lire le passage suivant à la page 432. Sans souci du Cap Henri et de Saint-Marc, seul méritait le nom de palais. Il y a donc en réalité 2 palais sans souci, mais nous n'avons d'informations que sur un palais, celui du Cap Henri, c'est-à-dire le Cap Haïtien. Intéressons-nous au palais sans souci, situé au Cap Haïtien, qui selon l'histoire officielle, aurait été érigé sous l'impulsion d'Henri Christophe en 1810. Les travaux, toujours selon cette histoire officielle, auraient été achevés en 1813, ce qui signifierait que le palais sans souci aurait été entièrement construit en seulement 3 ans. Le palais sans souci est un palais à l'européenne, entouré de jardins. Il comporte des dépendances qui sont groupées en amphithéâtre sur environ 8 hectares. Il comprend la résidence royale, les édifices administratifs, les écuries, les prisons, les casernes, hôpital, les divers ateliers d'entretien et est agrémenté de bassins et de fontaines. La question légitime qui se pose est la suivante. Comment aurait-il été possible d'achever en seulement 3 ans le chantier d'un palais de style européen comprenant ses dépendances, le tout s'étendant sur une superficie de 8 hectares? Ces dates sont difficilement crédibles au vu de l'ampleur des constructions. Essayons de prouver nos affirmations par la littérature en consultant le livre Histoire d'Haïti par Thomas Madiou, publié en 1818. Nous pouvons lire à la page 218 le passage suivant. Il fit célébrer avec la plus grande pompe l'anniversaire de l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1813 et le lendemain, il émit de son palais de Sans Souci une proclamation au peuple et à l'armée à l'occasion de cette fête. Selon l'histoire officielle, les travaux du palais sans souci se seraient terminés en 1813 et son inauguration aurait eu lieu la même année. Par ailleurs, le passage mentionne que le 1er janvier 1813, Christophe a célébré l'anniversaire de l'indépendance d'Haïti, suivi le lendemain, soit le 2 janvier 1813, par une proclamation adressée au peuple et à l'armée à l'occasion de cette fête.
Cependant, il est illogique d'émettre une proclamation depuis un palais qui n'a pas encore été inauguré, car cette inauguration sert généralement de déclaration officielle de mise en fonction auprès du peuple. Enfin, le palais ne peut pas non plus avoir été inauguré le 1er janvier, car cette date était réservée à la célébration de l'anniversaire de l'indépendance. Ceci prouve donc que la date de mise en fonction de 1813 du palais est fausse, car le palais était déjà en fonction avant l'année d'achèvement des travaux, c'est-à-dire 1813, ce qui rend caduques les dates communiquées par l'histoire officielle et ce qui prouve que le palais était beaucoup plus ancien que cela et que l'histoire officielle dissimule ce fait. Un autre passage prouve cela. À la page 191, nous lisons ceci. À cet égard, il écrivit du palais de Sans Souci le 22 décembre 1812 au duc de la Grande Rivière. Comment aurait-il pu rédiger depuis son palais alors qu'en 1812 ce dernier était censé être en cours de travaux et n'avait pas encore été inauguré, cette inauguration étant prévue pour l'année 1813. Ceci prouve donc encore la falsification des dates des édifices. Intéressons-nous maintenant à la citadelle La Ferrière. Que sait-on sur la citadelle La Ferrière? D'après l'histoire officielle, la citadelle La Ferrière, aussi connue sous le nom de citadelle Henri-Christophe, est un bâtiment militaire qui aurait été construit en 1804 à Milhaud dans le département du Nord. Selon l'histoire officielle, sa construction durera 14 années, donc 1818 fut la date d'achèvement de la citadelle. Examinons maintenant le livre intitulé Géographie de l'île d'Haïti par Beaubrun-Ardouin, publié en 1832. On peut lire à la page 137 le passage suivant. Un immense matériel d'artillerie forme la défense de cette citadelle dont Christophe avait fait le boulevard de l'indépendance contre l'invasion étrangère. Un coup de tonnerre en fit sauter une partie en 1817, en communiquant le feu à l'une de ses poudrières, mais elle fut réparée. Un assez grand logement est établi dans l'intérieur de la citadelle. Lisons également le passage extrait du livre intitulé Dictionnaire géographique et administratif universel d'Haïti à la page 357. La citadelle elle-même tombe en ruine. Un coup de foudre avait fendu les murs dans plusieurs endroits. Le 25 août 1817, en communiquant le feu à l'une des poudrières, mais la brèche fut réparée. Le prince Noël, frère de la reine, et le prince de Port-au-Prince y trouvèrent leur tombeau. Cela pose une interrogation, car le bâtiment est censé être en construction, et selon l'histoire officielle, les travaux se seraient achevés en 1818. Il est peu probable qu'un édifice en cours de construction puisse abriter à la fois des poudrières et des logements princiers avec des invités à l'intérieur. Ainsi, la présence de ces poudrières ainsi que ces logements princiers où le frère de la reine et le prince de Port-au-Prince y trouvèrent la mort en 1817 remettent en question les dates officielles de début et de fin de construction, suggérant que cet édifice est bien plus ancien que ce qui a été rapporté. À la lumière de ces découvertes, pourquoi ont-ils systématiquement modifié les dates de début et de fin de construction des palais, bâtiments militaires, châteaux, etc., afin qu'elles coïncident systématiquement avec la période de l'indépendance? La raison est simple. Ces dates ont été modifiées pour dissimuler le fait que ces constructions royales étaient très anciennes et que Haïti était effectivement la terre des rois, d'où le nom de la capitale Port-au-Prince ou encore Fort-Dauphin qui a été rebaptisé Fort-Liberté, le dauphin étant le fils du roi. La falsification de l'histoire d'Haïti est survenue durant les 40 années qui ont suivi la mort de Jacques Ier où on ne pouvait plus prononcer son nom. Quant à la question de l'emplacement des autres châteaux, palais et édifices, où sont-ils maintenant? Beaucoup de châteaux ont été détruits durant l'invasion américaine en 1915, d'autres sont toujours visibles en République dominicaine. Pourquoi en République dominicaine? Car la République dominicaine appartient à Haïti. Avant 1845, l'île ne faisait qu'un. Voici la démonstration que Haïti était la terre des rois, le symbole de la monarchie. D'autres éléments de preuve seront révélés dans les épisodes à venir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Peace.